Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette journée de début de déconfinement. Aujourd'hui, nous allons parler du déterminant. Pour commencer, prenons deux vecteurs quelconques, u et v de R2. Ces deux vecteurs définissent naturellement un parallélogramme. En première approche, l'aire de ce parallélogramme définit le déterminant de u et de v qu'on note det de uv. En première approche seulement parce que le déterminant est en fait une aire algébrique, c'est-à-dire qui peut être négative. Dit-on donc, pour être un peu plus précis, que l'aire géométrique, c'est-à-dire ordinaire du parallélogramme défini par u et v, est la valeur absolue du déterminant de u et de v. Sans même avoir de formule, cette idée d'aire d'un parallélogramme permet de dire des choses intéressantes sur le déterminant, notamment une qui est particulièrement importante et qu'on généralisera tout à l'heure. Le déterminant de u et de v est nul si et seulement si la famille UV est une famille liée. On a aussi que le déterminant de 2U et V est logiquement égal à 2 fois le déterminant de U et de V, puisqu'en doublant le côté d'un parallélogramme, on double son aire. Et on peut bien sûr généraliser cette propriété. Si U est de composante AB et V de composante CD, alors on note aussi le déterminant de U et de V sous la forme d'un tableau constitué des vecteurs colonnes de U et de V, avec des barres verticales pour entourer. La formule fondamentale à connaître, c'est que ce déterminant est égal à AD moins BC. On tire de cette formule plusieurs propriétés qui font du déterminant ce qu'on appelle une forme bilinéaire alternée. Quel que soit le réel lambda, le déterminant de lambda U et de V est égal à lambda fois le déterminant de U et de V. Et le déterminant de U et de lambda V aussi. Ça généralise la propriété qu'on a vue tout à l'heure avec 2U et V. Du coup, le déterminant de moins U et de V est l'opposé du déterminant de U et de V. Les deux parallélogrammes ont la même aire géométrique, mais une aire algébrique opposée. Le déterminant de lambda U et lambda V est lui égal à lambda au carré fois le déterminant de U et de V. Ça traduit le fait qu'en zoomant une figure d'un facteur lambda, les aires sont multipliées par le carré de lambda et pas par lambda lui-même. Quel que soit le vecteur U, le déterminant de U et du vecteur nul est égal à 0. Le déterminant de V et de U est l'opposé du déterminant de U et de V. C'est ça qui fait du déterminant une forme alternée. Avec l'addition, les choses se passent assez bien aussi. On a déterminant de U plus U' et de V est égal à déterminant de UV plus déterminant de U'V. Et aussi, de la même manière, déterminant de U et de V plus V' est égal à déterminant de UV plus déterminant de UV'. Attention, ne venez pas m'écrire que déterminant de U plus U', V plus V' serait égal à déterminant de UV plus déterminant de U'V'. Ça, c'est faux. C'est vraiment complètement faux. Attention, pour décomposer déterminant de U plus U', V plus V', il faut utiliser deux fois les propriétés précédentes. Un cas particulier très important de ces égalités est que quel que soit le réel lambda, on n'a que déterminant de U et de V plus lambda U est égal à déterminant de UV. Précisément puisque déterminant de U lambda U est égal à déterminant de U fois lambda et que déterminant de U est égal lui-même à 0. Ça correspond à la propriété géométrique qui fait que l'aire d'un parallélogramme ne change pas quand on fait glisser un côté sans changer sa hauteur. Et en passant, on tire de cette remarque le point de départ d'une démonstration assez spectaculaire de la deuxième loi de Kepler. Et pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller voir une vidéo sur le sujet dont le lien est signalé dans la description. Ici, cette propriété nous servira surtout pour faire des calculs de déterminants. Dans R3, on peut aussi définir la notion de déterminant qui concerne cette fois trois vecteurs. La présentation intuitive de tout à l'heure marche ici aussi. Le déterminant de trois vecteurs U, V et W correspond au volume du parallélépipède défini par ces trois vecteurs. Là encore, il s'agit d'un volume algébrique, c'est-à-dire que contrairement au volume géométrique ordinaire, il peut être négatif. À partir de R4, l'intuition géométrique ne fonctionne plus vraiment, mais les propriétés algébriques marchent toujours. En toute généralité, le déterminant dans Rn se construit à partir d'un énoncé qui est à la fois un théorème et une définition. Il existe une unique fonction qui associe à chaque famille U1, U2, etc. jusqu'à UN de n vecteurs de Rn, un nombre réel, qu'on appellera le déterminant de cette famille, qui vérifie les trois propriétés suivantes. Le déterminant est n linéaire, c'est-à-dire que si tous les UI sont fixés sauf 1,
Alors l'application qui envoie le vecteur U sur le déterminant de U1, etc., U, etc., UN est linéaire, où U est placé à la seule place qui a le droit de changer de vecteur. Le déterminant est une forme alternée. Quand on échange de vecteurs l'un avec l'autre, le déterminant change de signe. Et enfin, le déterminant est normalisé. Si les UI sont les vecteurs de la base canonique rangés dans le bon ordre, alors leur déterminant est égal à 1. Dans R2, cette dernière propriété correspond au fait que le carré unité est d'R1. Et dans R3, c'est le cube unité qui est de volume 1. Le théorème fondamental sur le déterminant d'une famille de vecteurs, c'est que le déterminant de n vecteurs de Rn est non nul si et seulement si la famille est une base de Rn. Ça généralise ce qu'on a vu tout à l'heure dans le cas de deux vecteurs, et ça implique notamment que si dans une famille on a deux fois le même vecteur, alors le déterminant est nul. Avant de donner une méthode pour calculer explicitement des déterminants, on va encore prendre un autre point de vue, celui des matrices et des endomorphismes, qui est en fait le plus important. Puisque dans Rn, il faut n vecteurs pour calculer un déterminant, on peut prendre le point de vue des matrices carrées. En rangeant nos n vecteurs colonnes dans le bon ordre, on construit une matrice carrée n, dont le déterminant, par définition, sera le déterminant des vecteurs qui la composent. Soit maintenant un endomorphisme f de Rn. Alors par définition, le déterminant de f est le déterminant de sa matrice. Le déterminant d'un endomorphisme indique le facteur multiplicateur que cet endomorphisme applique aux aires, ou au volume, ou à leur généralisation dans Rn. Par exemple, l'endomorphisme f de R2, défini par f de xy égale x-3y, 5x moins y. Cet endomorphisme est de matrice 1, moins 3, 5, moins 1, et donc de déterminant 1 fois moins 1, moins 5 fois moins 3, qui vaut 14. Donc f multiplie les aires par 14. Attention, ça ne veut pas dire que f est un simple zoom. Les aires sont augmentées par f d'un facteur 14, mais f modifie les formes. Le carré unité, par exemple, est transformé en un parallélogramme, d'R14 donc. Maintenant, on prend deux endomorphismes, f et g de Rn. Imaginons que leurs déterminants soient 3 et 4. Appliquer f multiplie les aires par 3, et appliquer g les multiplie par 4. Si on compose f et g, les aires vont donc être multipliées par 3, puis par 4, et donc par 12. Plus généralement, on a le résultat suivant pour les endomorphismes. Déterminant de g rond f égale déterminant de g fois déterminant de f. Et de même, chez les matrices carrées, on a déterminant de AB égale déterminant de A fois déterminant de B. On peut en déduire qu'une matrice est inversible si et seulement si son déterminant n'est pas nul. Et dans ce cas, le déterminant de son inverse est l'inverse de son déterminant. Du coup, quand on regarde la matrice de f dans une autre base que la base canonique, on ne change pas le déterminant. En effet, si on note A la matrice de f dans la base canonique, T la matrice de f dans une autre base, et P la matrice de passage entre les deux bases, alors on sait qu'on a T égale P-1 à P. Donc, déterminant de T égale det de P-1 à P, qui est égal à déterminant de P-1 fois déterminant de A fois déterminant de P, ou encore à déterminant de P puissance moins 1 fois déterminant de A fois déterminant de P, qui est égal au déterminant de A. Attention, le déterminant de A plus B, lui, n'est en général pas égal au déterminant de A plus déterminant de B. Et il y a bien une propriété pour le déterminant de lambda A, mais il faut prendre la bonne. Le déterminant de lambda A est égal à lambda puissance n fois le déterminant de A, où le n est celui de Rn. Dernier résultat sur les déterminants de matrice, le déterminant de A est égal au déterminant de la transposée de A, c'est-à-dire la matrice qu'on obtient en écrivant les lignes en colonne. Par exemple, pour la matrice A égale 2, 1, 3, 4, 2, 1, 0, 9, 2, on n'a que la transposée de A, notée TA, et la matrice 2, 4, 0, 1, 2, 9, 3, 1, 2. Et donc, ces deux matrices ont même déterminant. On dit qu'une matrice est diagonale quand elle est des zéros partout ailleurs que sur sa diagonale. Attention, une matrice diagonale a donc le droit d'avoir des zéros aussi sur sa diagonale. Le déterminant d'une matrice diagonale est facile à calculer, c'est le produit de ses coefficients diagonaux. On dit qu'une matrice est triangulaire supérieure si elle n'a que des zéros sous sa diagonale.
Là aussi, attention, ça n'interdit pas qu'elle ait des zéros aussi au-dessus ou même sur la diagonale. En particulier, une matrice diagonale peut être vue comme un cas particulier de matrice triangulaire supérieure. Là aussi, le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure est facile à calculer. C'est encore le produit des éléments diagonaux. Ça marche aussi pour une matrice triangulaire inférieure, dont la définition est évidente. Maintenant, pour une matrice quelconque, on a besoin d'une méthode plus générale. Celle-ci consiste à opérer sur les lignes et les colonnes de la matrice, à la manière de ce qu'on a déjà fait pour un système, en ajoutant à une ligne un certain nombre de fois une autre ligne pour faire apparaître des zéros. Prenons par exemple la matrice 1, 2, moins 1, 3, 8, moins 2, 2, 8, 1. On remplace L2 par L2 moins 3L1 et L3 par L3 moins 2L1, ce qui nous met 2 zéros sur la première colonne sans changer le déterminant. On remplace ensuite L3 par L3 moins 2L2 et on arrive à une matrice triangulaire. Son déterminant est donc égal au produit des coefficients diagonaux, c'est-à-dire ici 1 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Il y a quand même quelques petites différences avec la résolution d'un système. D'abord, on a le droit d'opérer sur les lignes et sur les colonnes sans problème. Pour faire apparaître des zéros, il arrive que ça aille plus vite en opérant sur les colonnes ou éventuellement en mixant les deux. Ne vous privez pas. Ensuite, attention, vous pouvez multiplier une ligne par lambda, mais en le faisant, vous multipliez le déterminant lui aussi par lambda. Il faut en tenir compte. D'une manière générale, je vous conseille d'être prudent avec ça. On a souvent vite fait d'oublier le facteur lambda. Enfin, on peut, comme dans un système, échanger deux lignes ou deux colonnes. Mais attention aussi, ça change le signe du déterminant. N'oubliez pas d'en tenir compte quand vous le faites. Une autre manière de voir le calcul d'un déterminant consiste à choisir au départ une ligne ou une colonne dans laquelle on va essayer de mettre des zéros partout sauf à un endroit. S'il n'y a que des zéros partout sur la ligne ou sur la colonne, c'est que le déterminant est nul. Une fois que c'est fait, on peut alors réduire la taille du déterminant en sortant le coefficient non nul qui reste, en supprimant la ligne et la colonne à laquelle ce coefficient appartient, et en mettant un plus ou un moins selon la position du coefficient non nul dans la matrice. On choisit plus ou moins selon que le coefficient non nul était sur une case blanche ou noire sur l'échiquier qui est indiqué ici. Ici, dans l'exemple, c'est donc un signe moins. Une façon plus générale de réduire la taille d'un déterminant, c'est de faire ce qu'on appelle son développement selon une ligne ou selon une colonne. Regardons par exemple un développement selon la première ligne. On fait la somme alternée des produits de chaque coefficient de la première ligne par le déterminant obtenu en enlevant la ligne et la colonne de ce coefficient. La somme est alternée, c'est-à-dire qu'on met des plus et des moins selon que le coefficient qu'on est en train de regarder est sur une case blanche ou sur une case noire. Pour un développement selon une autre ligne ou selon une colonne, le procédé serait le même. On comprend avec ce procédé qu'il est intéressant d'avoir un maximum de zéros sur une ligne ou sur une colonne, parce qu'en développant selon cette ligne ou selon cette colonne, on se retrouve avec des zéros fois un autre déterminant qu'on n'aura pas à calculer. La première fois, tous ces calculs ont un peu l'air fouillis et compliqués, mais en vrai, ils ne sont pas si difficiles et un peu d'entraînement permet de s'en sortir finalement assez facilement. Je vous souhaite à tous un bon travail. N'hésitez pas à poser vos questions ici ou sur le salon Discord dédié. À bientôt à tous.